à l'émission Écologie et Conscience, notre nouveau rendez-vous. Et dans ce numéro, nous recevons pour vous le directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta. Il est avec nous et avec lui, nous allons décortiquer les grands enjeux dans le bassin de Volta. Pourquoi l'autorité du bassin de Volta? Et précisément, quel est leur objectif actuellement avec l'atelier de validation de la charte de l'eau présentement à l'ONU. Bienvenue et restez à nos compagnies. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Directeur, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta. Et nous voulons mieux comprendre ce que c'est que l'autorité du bassin de la Volta. Merci madame le journaliste. Le fleuve Volta a une longueur de 1850 km. Il y a un bras qui quitte le Mali, traverse le Burkina, rentre au Ghana où il atterrit. Un autre bras quitte le nord du Burkina et vient se joindre à l'autre et il forme le lac Volta. Un autre bras, Pandjari Oti, rentre au Ghana. Ce sont ces trois bras-là qui forment dans la basse vallée ce que nous appelons delta inférieur, qui constitue un lac à cause de la présence du barrage d'Akosombo. Le barrage d'Akosombo, tout le monde le connaît, ce que ça fait pour la sous-région. Et le lac créé, c'est un lac artificiel naturellement. C'est un lac particulier. Il est le premier grand lac, ou bien le plus grand lac artificiel au monde. Pourquoi? Il a une longueur de 550 km, une superficie de 8502 km et fait un stockage de volume en année moyenne de 148 milliards de mètres cubes. Ce sont ces statistiques-là qui font de ce lac artificiel le premier au monde. Le bassin de la Volta. La Volta draine les eaux d'un certain nombre de pays. Il s'agit de quoi? Vous avez le Bénin, vous avez le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo et le Ghana. Le fleuve Volta, il faut le savoir, est un cours d'eau à caractère international. Il n'appartient pas à un et un seul pays qui peut se lever et faire ce qu'il veut là-dessus. Le domaine drainé par le bassin de la Volta comporte des ressources naturelles, des ressources minières, des ressources halieutiques, forestières, tout un écosystème. Bon, nous avons des populations. Ils sont combien? En 2000, la population dans le bassin tournait autour de 19 millions. En 2010, cette population est passée à 25 millions. Et d'après notre taux de croissance, nous allons atteindre 35 millions en 2025. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ce qui inquiète, c'est que c'est le même espace. L'espace ne bouge pas, mais la population bouge. La population, accroissement démographique, les besoins pour la vie aussi nombreux. Et on utilise quoi? Les ressources apportées demain, les ressources disponibles dans le bassin. Donc, il y a risque de conflit demain lié à l'utilisation des ressources en eau disponibles. Voilà, nos chefs d'État ont vu déjà d'avance ce qui risque d'arriver plus tard. C'est pourquoi ils se sont mis ensemble pour dire nous allons créer un cadre de concertation, une institution qui essaiera de jouer le rôle tampon entre nous les six.
C'est ainsi que l'idée de mettre en place une structure, une institution sous-régionale est née. Et ça fait son chemin depuis 2003, 2004, jusqu'à la consécration, la mise sur fonds baptismaux de l'autorité du bassin de la Volta. Et ça s'est passé à Ouagadougou le 19 janvier 2007, où les chefs d'État de chacun de ces 6 pays ont signé la convention portant statut du fleuve Volta et création de l'autorité du bassin de la Volta, qui est chargée de faire quoi? L'autorité du bassin de la Volta, bon, peut-être avant d'aller là-bas, je vais vous décrire un peu la superficie que chacun de ces États-là a. Justement. Et le Togo, où nous sommes, sur les 400 000 km², le Togo a 25 545 km². C'est grand. C'est grand, mais ça représente 6,41% par rapport à l'ensemble du bassin. Mais quand on ramène les 25 545 km² à la portion du pays, ça représente 45%. Donc le bassin de la Volta au Togo représente 45% de la superficie totale de la République togolaise. Vous voyez que c'est important. Les ressources naturelles, les richesses, tout ce qu'il y a là-bas, presque la moitié du Togo. Vous voyez. Voilà une des raisons pour laquelle le Togo est signataire de cette convention du 19 janvier 2007. Il y a le Burkina qui a 171 105 km². C'est lui le premier pays le plus grand dans le bassin. Il a 62,4% par rapport à sa superficie. Le troisième, c'est le Ghana, 165 830 km². Après viennent le Bénin, 13 590, et la Côte d'Ivoire, 9 890, et le Mali, 12 430 km². Vous voyez, quand on prend les limites de chaque État, la partie qui concerne le bassin de la Volta, voilà, c'est ça que je viens de vous décrire. Je viens maintenant aux missions confiées à l'autorité. L'idée qui a prévalu transparaît. La mission principale confiée à l'autorité du bassin de la Volta, dont le siège est basé à Ouagadougou, avec sa direction exécutive, que je dirige depuis bientôt 1 an et demi, nous avons pour mission de promouvoir la concertation permanente et un développement durable pour un partage équitable des bénéfices en vue de la réduction de la pauvreté. Concertation, ça veut dire quoi? Tout projet fédérateur dans le bassin doit être discuté entre les États qui conviennent de sa faisabilité. C'est un cours d'eau à caractère international qui obéit à un certain nombre de conventions internationales. Donc, depuis qu'ils ont signé la convention, aucun État ne peut se lever aujourd'hui et réaliser des infrastructures sur le cours ou bien un bras de ce fleuve sans s'en référer aux autres États. C'est pourquoi la concertation est au cœur de notre mission. Et nous sommes là pour promouvoir cette concertation. Développement durable, oui, à partir des ressources disponibles dans le bassin, le potentiel de développement, nous devons développer des projets pour leur mise en valeur, en vue de tirer le meilleur parti de ces ressources naturelles. Pourquoi? Pour le bien-être des populations qui vivent dans le bassin. Si on ne diffère rien, on ne cadre rien, on ne gère rien, demain il y aura des guerres intercommunautaires et même des guerres inter-États, entre 2 ou 3 États. Je donne l'exemple par exemple d'un barrage. Quand un État décide de construire un barrage, il doit pouvoir le déclarer aux autres États à travers la direction exécutive qui réunit toutes les informations, les dossiers nécessaires, le niveau d'avancement de cette étude et
porte ça à connaissance des autres États. Les impacts sur l'aval, ainsi de suite, les bénéfices qu'on va tirer. Puisqu'on a parlé de partage des bénéfices, partage équitable des bénéfices. Autrement dit, si on construit un barrage, ça va produire de l'électricité. L'électricité va être distribuée. Est-ce que vous voyez? Le Ghana produit, non? Le Togo prend une partie du barrage d'Akosombo, le Bénin, etc. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous voulons. C'est-à-dire des projets qui profitent à tout le monde. Parce que l'eau qui vient au Ghana n'est pas l'eau produite sur le territoire du Ghana. C'est l'eau qui vient du Mali, c'est l'eau qui vient du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, etc. Voilà les grandes idées, d'union, de coopération qui militent incarnées par l'ABV. L'ABV. Merci beaucoup. Avant de revenir vers vous, chers téléspectateurs, du 12 au 14 décembre 2018 à Lomé, l'ABV et ses partenaires sont là pour travailler sur une charte de l'eau qui vient renforcer les actions, comme nous venons de le dire, de le voir avec le DE, les actions de l'ABV. Et cette charte a été, les activités, ou bien les actions, ou bien les travaux ont été ouverts à Lomé ce 12 décembre, ici à Lomé, à l'hôtel La Concorde. Regardons ensemble l'élément de reportage et nous revenons. L'ABV, dans ses actions, afin de mieux assurer sa mission, se dote désormais d'un instrument juridique et réglementaire, la charte de l'eau du bassin de la Volta. Le projet de la dite charte fait l'objet d'un atelier régional de validation à Lomé. Ouvert du 12 au 14 décembre 2018, cette rencontre vise spécifiquement les ressources du bassin de la Volta, c'est partagé parce que ce n'est pas sur le territoire d'un seul pays. Pour éviter les conflits liés à l'utilisation de cette ressource en eau et puis ces secteurs connexes, il y a agriculture, élevage, les mines, tout ce que vous avez, aucun État ne peut entreprendre des activités qui nuisent à l'autre État. Pour éviter les conflits, il faut développer un cadre. Il faut développer des outils pour régler les différends entre les États. Voilà, la charte, c'est un document fondamental qui vient appuyer cette convention dans laquelle nos États se sont engagés pour se concerter autour de toute activité de mise en valeur des ressources naturelles de ce bassin pour le bien de nos populations. L'atelier marque la fin de la phase 2 du processus et ouvre le démarrage de la phase 3 qui consiste à des actions de vulgarisation et de ratification de la charte. Une fois que tous les parlements l'auraient ratifié, chaque État va déposer auprès de l'État siège qui est le Burkina. Et quand tout est fait, l'État du Burkina fait maintenant dépôt des instruments de ratification auprès de l'Union africaine, auprès des Nations unies et certainement auprès de la CEDEAO, parce que nous sommes dans la région CEDEAO. Pourquoi ONU? Pourquoi Union africaine? En cas de litige demain entre deux pays, on va prendre des avocats, on va prendre ci, on va prendre ça. On va se référer à quoi? Aux tests juridiques et réglementaires qui régissent l'utilisation de cet espace fluvial. La mise en œuvre de cette charte renforcera la coopération entre les États partageant cette ressource. Déjà au rang des engagements, les pays se font entendre, dont le Togo. Certainement, nous aurons besoin toujours de l'appui de la direction exécutive. Donc, dans la mise en œuvre de cette phase-là, donc de vulgarisation, donc on va certainement faire des ateliers qu'il faut organiser dans les différentes régions du pays et pourquoi pas aussi à l'atelier national, impliquer tous les acteurs, notamment les élus, donc les usagers de l'eau, les différents acteurs donc, du secteur de l'eau au Togo. Pour rappel, l'article 4 de la Convention portant création de l'ABV précise les principes cardinaux qui doivent constituer le socle de la charte, entre autres l'utilisation des ressources en eau du bassin et la participation à leur mise en valeur de manière équitable et raisonnable, l'obligation de coopérer entre les États
Partageant le même bassin versant, la protection et la préservation des écosystèmes, la liberté de naviguer sur le fleuve. Et voilà, vous êtes avec nous ici dans le cadre d'ailleurs, c'est pourquoi vous nous offrez cette opportunité dans cette émission Écologie et Conscience, la charte de l'eau. Pourquoi vous trouvez nécessaire de doter votre institution de cette charte? J'ai parlé tantôt d'une convention. Dans cette convention portant statut du fleuve Volta et création de l'autorité, nos États se sont engagés sur un certain nombre de principes de gestion commune de l'eau. Il y a des articles, il y a un certain nombre de choses, mais tout n'est pas détaillé dans cette convention. C'est un cadre général qui est fixé de coopération entre les 6 États. La charte vient fixer davantage ces principes sur lesquels les États se sont engagés. La charte vient expliciter, donner plus de détails sur ces principes consignés dans la convention portant création de l'autorité. La charte, retenez que c'est un instrument technique, juridique et réglementaire qui fixe, qui balise les différents usages de l'eau. Dans quelle proportion tu vas prendre pour ne pas pénaliser la vie en bas de toi ou en haut de toi, etc. Nous disons que c'est un code d'eau à caractère international, et dans le monde entier, il y a eu des conventions. Convention de 1992, la convention de 1997 liée à l'utilisation des cours d'eau. Nous n'allons pas nous soustraire. Donc notre charte vient comme un test explicatif de la convention qui reprécise davantage ces principes de gestion de la ressource en eau partagée. Les travaux, vous êtes à Lobé pour 3 jours et bientôt la fin, vous allez faire la clôture et les travaux sont en train de se bien dérouler. Les experts sont là, vous travaillez sur l'achat. Après l'étape de Lobé, quelle sera la suite? Merci madame. Je dois dire que je suis complètement comblé, satisfait de la manière par laquelle les travaux se déroulent. Les États, chaque État est représenté par une délégation de 4 experts avérés en matière d'environnement, de l'eau, de la justice, etc. C'est des experts calés, 4 par pays. Ils discutent de façon responsable, compartiment par compartiment, article par article, et on s'accorde. Bientôt, nous allons terminer l'examen approfondi de cette charte de l'eau. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de débat, il y a de débat, mais il n'y a pas de choc. Tout se déroule normalement dans la convivialité, dans une certaine fraternité. Vous voyez, ça prouve que nous sommes décidés à aller dans le même sens. Après Lomé, d'ici le 15 janvier, les recommandations, les amendements faits ici à Lomé vont être intégrés à ce document provisoire que nous venons valider à Lomé. Le dossier va être déposé le 15 janvier et après le 15 janvier maintenant, la DE va tout mettre en œuvre pour le soumettre au Conseil des ministres pour adoption. Après le Conseil des ministres, ce sera porté sur la table des chefs d'État. En 2019, nous avons déjà planifié la tenue du 3e sommet des chefs d'État à qui nous allons soumettre la charte de l'eau pour approbation, adoption formelle. Une fois que les 6 chefs d'État auraient signé ce document capital, ça va être posé maintenant sur la table de chaque parlement pour ratification. Cette ratification va donner la force de loi, va confirmer l'engagement de chaque pays avant que cette charte
avec ce qu'on appelle les instruments de ratification, ne soit déposé auprès de l'État-siège, qui est le Burkina Faso, et les affaires étrangères, tout le reste, vont poursuivre la démarche de dépôt de notre charte aux Nations Unies, à l'Union africaine et éventuellement à la CEDEAO. De manière que, si demain un conflit venait à naître entre deux pays liés à l'utilisation de la ressource, on va se référer à ce document. Vous avez décidé de faire quoi? Vous avez décidé de partager l'eau, à quelle hauteur, etc., etc., etc. Ça, c'est le corps principal de la charte. Cette charte sera encore détaillée par des annexes qui sont des tests d'application maintenant de la charte. Je donne l'exemple, par exemple, du protocole de l'environnement qui va définir le rôle, comment on peut utiliser tout ce que nous avons comme ressources naturelles, y compris l'eau, sans causer de dommages. Les dispositions qu'il faut prendre. La charte fixe le cadre général, mais le protocole de l'environnement que les ministres vont signer, seulement ministres, ça là ne passe pas par l'Assemblée, va venir donner plus de détails sur les dispositions liées à l'environnement. Il y a d'autres annexes telles que les mesures projetées. Je disais tantôt qu'un État n'est plus libre de faire ce qu'il veut sur sa portion nationale du bassin. Est-ce que vous voyez? Là, il a l'obligation de faire ce qu'on appelle déclaration. C'est ça qu'on appelle les mesures projetées. Il doit déclarer son intention de projet, et les études liées à ça, et les autres États doivent être informés par l'entremise de la direction exécutive. Et là, la concertation revient toujours. La concertation revient. Oui. Tout le monde s'accorde sur les biens fondés, les impacts de ce projet, les biens que chaque État va tirer de ce projet, et le OK va être donné. Et ça nous évite demain de nous affronter, parce que l'on ne peut pas dire que lui retient l'eau. Ça revient à loin des principes de l'article 4 de votre convention. Bien sûr. Voilà. Je l'avais dit lors de l'ouverture dans mon discours sur l'article 4 de la convention qui fixe les grands principes de l'utilisation de la ressource disponible au niveau du bassin. Il y a bien d'autres annexes, je ne vais pas tous les citer. Peut-être si vous m'accordez encore une minute. Il y a la gestion concertée des ouvrages hydrauliques. Si on a des barrages en cascade, toi tu dois fonctionner comment pour me permettre moi d'avoir de l'eau en bas de toi, un autre en bas de moi, ainsi de suite. Donc ça revient à un calcul. Voilà, il y a des normes qu'on doit fixer, des règles de gestion de toutes ces infrastructures hydrauliques. Il y en a, ce n'est pas barrage, mais ils pompent l'eau pour faire de l'irrigation. Jusqu'à quelle hauteur il va pomper l'eau pour ne pas causer de dommages à son voisin qui est en bas. Même à l'intérieur du même pays. Il y a le barrage, il y a les irrigants, il y a ceux qui pompent l'eau pour l'approvisionnement en eau. Est-ce que vous voyez? Tout ça là doit être balisé à travers des documents. Voilà pourquoi la charte demeure et restera un document fondamental qui va asseoir notre coopération pour une gestion concertée, paisible et durable des ressources du bassin. Nous ne voulons pas faire la guerre dans le bassin autour de nos ressources naturelles parce que l'autre veut être plus gourmand que l'autre. Non. Le consensus, la solidarité, l'équitabilité et puis la fraternité dans le bassin. Merci beaucoup merci. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste. Je voudrais également vous encourager. Votre institution est bien câblée sur les questions environnementales. Et je crois que là où nous sommes, avec les impacts des changements climatiques, nos pratiques habituelles, il va falloir s'inscrire dans la dynamique d'une éducation environnementale de nos populations. C'est de ce point de vue que je voudrais saluer et louer le rôle, l'effort
que fait votre institution d'information, de sensibilisation des populations? Quand on démontre par A plus B que ça, ce n'est pas une bonne attitude à adopter, hein, etc. Les feux de brousse, les ci, les ça. S'il y a inondation, l'eau vient, vous êtes informés, vous les informez, qu'ils ramassent ce qu'ils peuvent ramasser avant que les inondations, la masse d'eau ne vienne dans telle zone. Moi, nous, on ne peut que s'appuyer sur vous pour nous aider à mieux toucher les populations pour que petit à petit, ils changent leur manière de gérer au quotidien les ressources naturelles que Dieu a mis à notre disposition. Merci beaucoup. Nous devons penser aux générations futures. Il y a 50 ans en arrière, il y a 30 ans, 20 ans en arrière, tout ce que nous avons comme forêt, tout ce que nous avons comme animaux, est-ce que vous les voyez encore aujourd'hui? Non. Et si on continue comme ça, 50 ans devant, il va rester quoi pour nos enfants? Voilà la grande question. Voilà, nous avons du pain sur la planche, vous et nous allons travailler main dans la main pour que le lendemain soit meilleur pour nos populations et nos enfants. Merci que Dieu beaucoup. bénisse votre télévision. Merci beaucoup, DE. Merci. Nous vous réitérons notre engagement à côté de vous pour porter les informations à la population. Merci. Voilà, on vient tout de découvrir à propos de l'autorité du bassin de la Volta. Merci d'avoir resté à notre compagnie. Notre invité spécial de cette émission, monsieur le directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta. Son nom, c'est monsieur Robert Yaobi Dessoissi. Il a été avec nous, il a permis de comprendre les grands enjeux qui restent dans le bassin de la Volta et ce bassin qui draine 6 pays de la sous-région ouest-africaine. Merci beaucoup d'être à notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, nos pages Facebook, Twitter, YouTube sont là pour vous. N'hésitez pas, restez toujours avec nous et abonnez-vous surtout.